En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Casual Monday avec Pierre-Olivier aujourd'hui. Salut. Écoute, c'est une journée de congé avec un petit aparté. Oui, écoute, quand c'est Pâques, bien sûr, qui dit Pâques, pense au grand reportage que tu as fait, qui est devenu culte, un psychotronique même, je dirais, le cocoton. Et j'aurais pu faire un reportage qui a défait un gouvernement. J'aurais pu faire la meilleure des enquêtes, mais un de ces reportages qui reste gravé dans la mémoire des gens, c'est celui-ci. On le regarde. C'est finalement un mouvement de foule spontané qui donne le coup d'envoi à l'événement. Les organisateurs ont rapidement perdu le contrôle, raconte cette mère de famille. C'était clair que c'était hors de contrôle. C'était clair que c'était pas par les organisateurs que cette foulée-là a débuté. Ma fille est assez grande, je l'ai laissée partir, mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur. Il y attendait 3000 personnes, 10 000 se sont pointés. Il y en a qui étaient là à 9h30 le matin, alors que le cocoton devait commencer à midi. C'était le foutu bordel. Ouais, et 11 ans plus tard, on m'en parle encore du cocoton de Laval. Écoute, pour la petite histoire, on avait envoyé un caméraman tourner la Bonne Nouvelle TVA le samedi. Le dimanche, j'entre au boulot. Dans le jargon, c'est un slow news day, le dimanche de Pâques. Il n'y a pas beaucoup de sujets. L'actualité tourne au ralenti. Et je croise dans le stationnement le caméraman qui me dit « Écoute, Pierre-Olivier, hier, je suis allé tourner la Bonne Nouvelle TVA, mais il n'y avait rien d'une bonne nouvelle à Laval. Ça a dégénéré. Regarde mes images. » Et j'ai regardé le tournage. Je suis allé voir l'affectateur, celui qui dirige la salle des nouvelles la fin de semaine. Il m'a dit, écoute, on a là un reportage qui va faire la une. Et j'ai utilisé les images, j'ai réalisé le reportage. Et Richard, 11 ans plus tard, on m'en reparle. Et je veux faire un parallèle entre le cocoton de Laval et notre système d'immigration au Canada. OK. Je t'explique, en fin de semaine, j'ai profité de la longue fin de semaine pour lire un rapport de l'économiste de la CIBC, Benjamin Tal, sur l'immigration au Canada. Et ce qu'il révèle est fort intéressant. On accueille beaucoup plus de monde que ce qu'on anticipe au Canada. Il y a plus de nouveaux arrivants que les chiffres de Statistique Canada. Et ce que Benjamin Tal, l'économiste de la CIBC, nous dit, c'est que notre système de calcul de l'immigration est faussé. Parce que dès qu'un visa expire, on compte cette personne-là comme si elle avait quitté le Canada. Et donc, tu as un étudiant étranger qui a son visa. On l'enlève. Son visa expire, on l'enlève des chiffres. C'est comme s'il était disparu du Canada. Alors que souvent, cette personne-là va rester au Canada en attente du renouvellement de son visa ou d'un processus d'immigration. Et là, ça ne concerne pas 2-3 000 personnes. Ça concerne 1 million de personnes environ, selon la prétention de la CIBC. Alors, c'est pas pour rien que nos écoles débordent, que nos hôpitaux sont à ras-bord, qu'on vit une crise du logement parce qu'on manque de logement. Ce manque de planification-là est notamment lié au fait qu'on n'est pas capable de calculer le nombre de nouveaux arrivants qui débarquent et qui s'installent au Canada. On sous-estime de façon chronique le nombre de nouveaux arrivants et le parallèle à faire avec le cocoton, il est là, Richard. Oui. Les organisateurs avaient planifié que quelques centaines de personnes allaient se rassembler à Laval. Finalement, c'est des milliers et des milliers de parents qui sont arrivés. Il avait mis des barrières en disant à midi, ça commence. Puis là, à un moment donné, les gens qui étaient là depuis 9h30 ont décidé de faire tomber les barrières puis de courir. Et on fait tomber la barrière. Tout le monde est parti à courir. Les enfants se battaient. Les parents se battaient à Laval. Il y avait comme quelques œufs cachés dans les plates-bandes du centre de la nature. Et au final, les gens sont repartis de là fâchés. La police a dû intervenir. Si on fait un parallèle avec notre système d'immigration, il est là, avec l'étude de la CIBC, pendant qu'on revoit ces images à la télé du cocoton. Ce manque de planification-là, c'est bon. Il a des conséquences énormes. Et quand on voit dans notre système d'immigration qu'on sous-estime de 1 million le nombre de citoyens qui sont au Canada, ça explique bien des failles de notre système, entre autres le logement. Il n'y a rien que PO qui est capable de faire un lien entre le cocoton et le système d'immigration au Canada. J'adore ça. Le pape François, tu dis, était plus radical que Québec solidaire. Oui, je voulais te parler du pape. Je sais que tu en as, évidemment, la nouvelle a traversé toutes les émissions aujourd'hui, à la radio, à la télé. Souvent, on parle de la morale du pape, on parle de ses positions théologiques. Rarement, on parle de ses points de vue économiques. Et pourtant, en tant que chef de l'Église, tous les papes ont des visions économiques qu'ils partagent.
parfois des visions économiques qui font grincer des dents au sein même de l'Église catholique. Et à ce titre-là, je pense qu'il faut souligner que le pape François était un radical à gauche. C'est quelqu'un qui a pris des positions très, très à gauche contre le capitalisme financiarisé, la spéculation, contre les minières, contre des entreprises technologiques également. Et je pense que si on veut faire l'examen et le bilan des accomplissements du pape qui nous a quittés, il faut s'intéresser à ce legs économique-là et à ces prises de position qui ont chatouillé les plus conservateurs au sein de l'Église, qui n'ont pas fait plaisir à cette frange plus économiquement à droite au sein de l'Église catholique. Et j'ai hâte de voir dans la lutte qui se dessine pour sa succession, et je lisais ta chronique ce matin dans le journal qui était fort intéressante, que tu as dû pondre en matinée, sur la course à la succession du Saint-Siège. C'est clair qu'il y aura une dimension économique. C'est clair qu'il y a des visions économiques qui vont s'entrechoquer. Et c'est beaucoup d'argent, hein, le Vatican. Il faut se rappeler, il y a plusieurs dizaines d'années de ça, on avait retrouvé le prêtre qui s'occupait de la Banque du Vatican pendu sous un pont à Rome parce qu'il avait fait des malversations avec le crime organisé, avec la mafia. D'ailleurs, dans Le Parrain 3, il y a toute une trame narrative qui s'inspire de ça, mais il y avait des accointances entre la mafia et la Banque du Vatican. C'est beaucoup d'argent. Moi, je suis allé visiter le Vatican, là, et écoute, c'est très, très riche. Là. L'opulence. Oh, l'opulence. Donc, il était de gauche, mais c'était un bobo quand même. Ben, écoute, c'était peut-être une gauche caviar, mais en même temps, le pape François avait décidé de s'installer dans une petite pièce d'invité. Hein. C'est quelqu'un qui vivait quand même très sobrement, même s'il était dans la luxure du Vatican, Richard. Mais c'est quelqu'un qui était beaucoup plus radical dans ses positions par rapport à ses prédécesseurs. Je pense à Jean-Paul II, je pense au pape d'avant qui n'avait pas pris ces positions-là contre le capitalisme financiarisé, contre les entreprises technologiques. Donc, c'était quelqu'un qui était très critique. Et j'ai hâte de voir dans la lignée de la succession quelles seront les visions économiques qui vont justement s'entrechoquer. Et étant donné qu'il y a un vent de droite qui souffle sur le monde politique, est-ce qu'il va souffler sur le Vatican aussi? Et c'est ce qu'on verra, mon cher Richard. Et est-ce qu'on t'écoute à 22h? Ben, pas ce soir, ni cette semaine d'ailleurs, parce qu'on est en pratique pour la soirée électorale. Donc, j'aurai le bonheur de passer toute la semaine de l'autre côté du studio radio ici. On va faire des directs, on va montrer les luttes qui se dessinent et en même temps, on va se pratiquer pour l'échéance électorale. Il reste une semaine à la campagne. Il reste une grosse semaine. Moi, je suis d'accord pour dire le vote par anticipation. Là, attendez, peut-être que la semaine prochaine, peut-être que cette semaine va se passer plein de choses qui va peut-être vous faire changer d'idée. Surtout que ça a été une campagne assez ronron-patapon depuis le départ. Qui sait, il y aura peut-être des feux d'artifice. Voilà pourquoi, Richard, de mon côté, j'ai décidé d'attendre. Je n'ai pas encore voté. Parfait. Bon, on va écouter le 22h quand même. Ben, je l'espère. Merci, à demain. Salut.